franc-maçonnerie, évidemment, c'est un loisir réservé pour l'élite, mais un loisir qui permet de réfléchir, un loisir quand même différent de la chasse, de la table. C'est quelque chose où on voit déjà que le grain a été planté, germé, qui permettra d'aboutir à une franc-maçonnerie intelligente, philosophique, réfléchie et donc spirituelle, et non plus matérielle. Alors, parlons un petit peu de Michael Ramsey. Il fait un discours en 1737 où il donne des origines mythiques à la maçonnerie et il rajoute une symbolique chevaleresque. Alors, est-ce qu'il n'a pas fait ça pour faire plaisir aux nobles qui étaient maçons ou est-ce que quelque part il n'est pas le fondateur des hauts grades du rite écossais ancien, etc. Alors, Ramsay est beaucoup de choses. En tout cas, il est très interprété, peut-être surinterprété. Moi, ce qui m'intéresse dans le personnage et dans son célèbre discours, c'est évidemment cette tentative de raccrocher la maçonnerie à la chevalerie, aux origines chevaleresques, chose qu'ensuite on voit pratiquer dans les hauts grades de façon, on va dire, non retenue, pour faire simple. Et je dis ça avec beaucoup de complicité. Mais Chevalier de Ramsay, je pense que on en a fait effectivement une sorte de courroie de transmission qui a permis, en remontant à la chevalerie, d'être, on va dire, sur le chemin des hauts grades. Alors les allers-retours entre la maçonnerie et la royauté, j'ai pris 1738, le duc d'Antin, grand maître général et perpétuel des francs-maçons dans le royaume de France. Est-ce que ce titre glorieux n'était pas d'une certaine manière un paravent social rassurant pour la royauté? Je pense qu'il y a là quelque chose qui n'est pas de l'ordre du malentendu, quelque chose de voulu. Le pouvoir prend conscience de l'importance de la franc-maçonnerie. Il se dit qu'il vaut mieux y placer des gens qui feront la courroie de transmission et permettront de surveiller ce qui se passe en loge ou d'y faire passer des messages, et les francs-maçons qui, on va dire, n'ont pas nécessairement envie d'être des sécessionnistes ou des séditieux immédiatement, se disent qu'il vaut mieux être dans les bonnes grâces du pouvoir pour continuer à maçonner à peu près librement. Il y a le même phénomène qui se produira. Donc le duc d'Antin est l'incarnation de ce double jeu, entre guillemets, où les maçons pensent surveiller la royauté, ou se la mettent, etc., et la royauté pense qu'elle a un œil sur les loges. On retrouvera le même phénomène avec l'arrivée de la police dans la franc-maçonnerie. Au XVIIIe siècle, on verra les gens du Châtelet arriver en loge, et on sait qu'ils sont là pour renseigner le pouvoir. Et en même temps, ce sont des maçons intéressants, et personne n'est dupe de ce jeu. Et on dit qu'aujourd'hui, les renseignements généraux sont aussi dans la maçonnerie. Les renseignements généraux font la même chose aujourd'hui, effectivement, ils sont en maçonnerie, ce qui est à la fois rassurant, ce qui nous permet de montrer que ce que nous y faisons n'est pas répréhensible pour la République, au contraire, et puis ça permet donc aux renseignements généraux de nous foutre la paix en quelque sorte, et les uns et les autres d'être renseignés, et les uns et les autres d'être réconfortés dans leur pratique. Tout n'est pas dans le meilleur des mondes, puisque y a des frères ennemis, c'est un de votre chapitre. Pourquoi le duc de Montmorency-Luxembourg et Louis-Philippe sont des frères ennemis? Alors, il y a des rivalités. Ce qui m'intéresse, moi, c'est peut-être beaucoup le duc de Montmorency-Luxembourg, parce qu'on a oublié un peu l'importance qu'a eu ce personnage historique, mais son parcours permet de comprendre tout de suite pourquoi il est en opposition. Il sera en opposition avec une partie de la maçonnerie, ou en tout cas, il deviendra, en quittant la France, effectivement, en opposition. Le duc de Montmorency-Luxembourg, il est grand maître adjoint, administrateur du Grand Orient de France. En 1785, il écrit le premier rite français, donc qui est le passage, la francisation de la maçonnerie, le passage de l'écossisme à un autre système ou à quelque chose qui est une adaptation hexagonale. Il fait un travail très intéressant en ce sens, mais évidemment, il a au-dessus de lui un grand maître officiel, qui ne sera pas nécessairement son meilleur ami. Mais surtout, le duc de Montmorency-Luxembourg, il a des convictions politiques qui font qu'il s'enfuira de France le 15 juillet 1789. C'est-à-dire que voilà un homme qui suivait la politique de près et qui ne s'est pas montré d'un républicanisme forcené, ou en tout cas d'une ouverture extrêmement grande aux idées de la Révolution. Voilà. Donc ça suffit pour en faire quelqu'un qui évidemment s'est retrouvé en opposition très vite avec les maçons avec lesquels il devait travailler. Quelles sont les relations entre Louis XVI et la maçonnerie? Et question que certains se posent, est-ce que Louis XVI était initié? Alors, Louis XVI n'a jamais été initié. Et Louis XV était beaucoup plus proche de la franc-maçonnerie que ne l'a été Louis XVI, qui d'après moi a été un peu dépassé par les événements.
On le sait, Oui. d'ailleurs. Mais dépassé par les événements également par la profusion des idées philosophiques, l'esprit des Lumières, la façon dont les loges ont participé à ce grand mouvement encyclopédiste et d'ouverture ou d'avancée sociale et politique. Et je pense que Louis XVI est resté véritablement à côté, alors qu'il y avait la loge des petits appartements à Versailles qui se réunissait quasiment sous ses yeux. Voilà, Louis XVI est passé à côté. En revanche, ce qu'il a senti très bien, c'est effectivement autour de lui ce bouillonnement de la franc-maçonnerie qui connaît une de ses premières heures de gloire. Elle passe d'un statut dans lequel ce sont des beaux esprits qui se réunissent à un instrument social et politique dans lequel on va vraiment confronter les idées et les idées nouvelles. Justement, dans les idées nouvelles et dans ce bouillonnement, il y a des aventuriers, forcément. Alors, Saint-Germain, Casanova, Cagliostro, parmi tous ces aventuriers dont on n'est pas très sûr du début de la fin, Cagliostro a quand même créé d'une certaine manière la franc-maçonnerie égyptienne. Est-ce que c'était pour réconcilier la franc-maçonnerie et la religion, et n'aurait-il pas ultérieurement inspiré Napoléon ? Alors, Saint-Germain, Casanova et Cagliostro sont de très beaux personnages. Casanova est l'auteur des plus belles formules sur le secret. Il dit le secret, on ne doit pas le protéger. Le vrai secret, c'est ce qu'on vit en loge. Donc on peut le divulguer, on peut le raconter, je peux l'écrire dans mes mémoires. Si vous n'êtes pas maçon, vous ne pourrez pas comprendre de quoi il s'agit. Au-delà de ça, Cagliostro est un personnage intéressant, mais il ne faut pas se tromper. Il est lié au pouvoir parce qu'il est il a trempé dans l'affaire du collier de la reine. Quand il crée son ordre, et qu'il se déclare grand Copte, c'est son titre, hein. Il fait une erreur sur Copte pour l'Égypte, et il dit Copte quand il devient grand Copte, c'est parce qu'il saute sur cette mode qu'il y a à Paris, l'égyptomanie est là, le mespérisme, plein de choses dans lesquelles les mystères de l'Orient et des choses un peu surnaturelles agitent un peu la société en mal de distraction. Donc Cagliostro est l'inventeur, non pas pour moi d'un lien entre la spiritualité et la franc-maçonnerie et la religion et la franc-maçonnerie. Il se sert de l'air du temps et si c'était l'Amérique du Sud qui était à la mode, il aurait créé le grand rite sud-américain de quelque chose. Enfin, voilà. Et le goût de Napoléon pour l'Égypte, une relation pas du tout. Le goût de Napoléon pour l'Égypte est évident quand, dans les conquêtes et les aventures de Napoléon, il aurait pu s'enorgueillir plus du Mexique ou des campagnes d'Italie. Et ce qui restera son grand œuvre, selon moi, vraiment, c'est les pyramides. C'est l'expédition d'Égypte, c'est le nombre de savants qu'il y emmène, qui sont tous maçons. Les vivants de nom, les grands scientifiques vivants de nom qui créera le Louvre, qui part avec lui, et tous ces historiens, ces spécialistes de l'art, ces scientifiques, ces médecins, c'est ça d'abord l'expédition d'Égypte. Donc, ça n'est pas Cagliostro qui d'un seul coup lui dit tiens, il y a les pyramides. C'est quelque chose, une idée profondément déjà ancrée dans la société française et qui va rencontrer par ailleurs une aventure scientifique formidable. Et c'est peut-être en revanche Napoléon revenu d'Égypte qui permettra au rite de Memphis-Misraïm de survivre et d'avoir un nouvel essor une fois passés les hasards et les vicissitudes un peu étranges de Cagliostro. La loge des Neuf Sœurs qui initie à 80 ans Voltaire, et qui d'ailleurs l'initie sans lui faire passer les épreuves parce qu'il était pas en très bon état, est-ce que ça n'était pas à l'époque un petit peu, est-ce qu'elle n'a pas un peu eu le rôle des gilets jaunes d'aujourd'hui ? Et pourquoi le torchon brûle-t-il entre la loge des Neuf Sœurs et la royauté ? La loge des Neuf Sœurs est la plus belle loge du XVIIIe siècle. C'est celle dans laquelle, dont le président vénérable est Benjamin Franklin, dans laquelle elle est reçue pour faire une tenue blanche en tant que profane Thomas Jefferson. C'est celle où on trouve Charles Perrault, c'est celle où on trouve Mirabeau, c'est celle où on trouve Romain Dossès, qui sera l'avocat de Louis XVI. C'est celle où on trouve tous les grands esprits de la capitale. Donc elle est extraordinaire parce que ce qu'elle est capable de produire intellectuellement est au maximum de toutes les disciplines. Les sciences, la poésie, la littérature, la musique, la politique. Et Voltaire y sera accueilli parce qu'il y a cette compétition entre l'Église et la franc-maçonnerie pour ramener l'exilé de Ferney dans la bonne route direction peu de temps avant sa mort. D'où cette façon de procéder qu'on retrouvera un peu parfois dans l'histoire de la franc-maçonnerie qui consiste à l'initier et le faire compagnon et maître dans la même journée, considérant que à la fois son grand âge, ses maladies et sa notoriété permettent de s'affranchir de tout cela. Voilà.
Donc une très 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 belle loge qui évidemment sera aux premières loges, là c'est le cas de le dire, de la Révolution. Elle porte en elle le fruit, le germe de ce que seront les plus grandes avancées révolutionnaires. Parmi toutes ces stars de la loge des 9 sœurs, j'ai entendu Mirabeau, et la question que je me pose, est-ce que Mirabeau, qui était de la noblesse, qui était au tiers état dans la Révolution, en fait signe un accord plus ou moins secret avec Louis XVI, et qui lui efface ses dettes de 200 000 livres, qui aujourd'hui font quand même 3,6 millions d'euros, lui, par un accord de 400 000 livres, qui font 7 millions d'aujourd'hui, et lui accorde une rente annuelle de 360 000 euros. Est-ce que c'était pas un traître vénal? Il y a un personnage qui, alors là, est très complexe. C'est un personnage qui est capable d'osciller entre la monarchie absolue et la révolution absolue. Donc, il sera à la loge des 9 sœurs véritablement capable de retourner sa veste de façon remarquable. Il faut quand même rappeler que Mirabeau, grand maçon, a été surtout, pour moi, un des porteurs des premières versions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 avec les frères Sieyès et avec les frères Lafayette, parmi les 3 versions qui ont été combinées et qui ont fusionné pour donner naissance à ce magnifique texte porté par la franc-maçonnerie. On retrouve Mirabeau quand même à la manœuvre. Donc on peut lui pardonner toutes ces compromissions et ces façons de racheter ses dettes ou de faire racheter ses dettes par Louis XVI. Mirabeau est un maçon fascinant, un maçon auquel il faut toujours rendre hommage. La franc-maçonnerie d'adoption. Alors, très important pour moi le rôle de la duchesse de Bourbon-Condé. Elle aura surtout ce rôle essentiel de créer les premières loges, de faire la première loge d'adoption et donc de permettre, sous des apparences qui nous font sourire aujourd'hui, quand même aux femmes de prendre en main, en quelque sorte, une partie de la maçonnerie et d'intégrer la société du XVIIIe siècle. Évidemment, quelque chose qui fait que les femmes sont véritablement les égales des hommes, y compris dans les idées et dans la maçonnerie. Louis-Philippe, on va terminer sur Louis-Philippe, parce que quelque part, conseillé par des francs-maçons de haut grade, Lafayette, Lafitte et Thiers, et destitué par les francs-maçons de base avec des banquets aux barricades, est-ce qu'on peut dire que c'était un roi de transition? Et qu'est-ce que vous pouvez nous révéler là-dessus? Louis-Philippe est un roi de transition, c'est un maçon. Surtout. On trouvera à partir de la Révolution quand même 3 rois maçons. Ça sera Charles X, ça sera Louis-Philippe, ça sera Louis XVIII, qui sont tous des maçons très différents, qui n'ont pas le même parcours du tout et le même rapport à la franc-maçonnerie. Les uns qui chercheront à la juguler, à la réprimer, à la maîtriser, les autres qui lui donneront à nouveau son émancipation, et puis un Louis-Philippe un peu ambigu, qui voit bien qu'il y a là quelque chose avec lequel composer dans la reconstruction, parce que tout ce qu'il sort finalement de notre histoire commune, c'est que nous n'étions ni des révolutionnaires à 100%, ni des royalistes à 100%, mais sans doute un peu des deux. Allez, 60 et 60%, ça fait 120%, ça sera la même chose à peu près pendant la Commune. Et Louis-Philippe a compris, peut-être manipulé ou peut-être manipulateur, les deux, qu'il y avait là un maillage intéressant dans la société française à construire, à la fois relancer la monarchie dans cette espèce de transition et se servir de la maçonnerie qui finalement a été capable de composer avec les deux camps durant un certain temps.